Des mises à jour majeures dans l'affaire de la pom-pom girl et reine de beauté accusée d'avoir caché le corps de son bébé dans son placard après l'accouchement. Voici une vidéo d'elle au tribunal selon VBI RTV. Nous avons aussi appris que son ex-petite amie aurait donné un échantillon d'acide désoxyribonucléique à la police. L'une des grandes questions dans cette affaire qui reste sans réponse est de savoir qui est le père de cet enfant et qui d'autre pourrait être inculpé dans cette affaire choquante, alors que nous en apprenons également plus sur sa carrière de pom-pom girl. Cette vidéo montre Laken Snelling quelques mois avant son arrestation lors d'une compétition, selon FloCheer sur YouTube. Nous suivons cette affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Laken Snelling fait face à des accusations très graves. Elle est actuellement assignée à résidence, libérée sous caution, et nous avons appris qu'elle n'est plus étudiante à l'Université du Kentucky. Snelling s'est retirée de l'école. Elle n'est plus membre de l'équipe de cheerleading compétitive. Nous avons aussi obtenu plus d'informations sur la recherche et l'identification du père du bébé. Je vais aborder ces informations sous peu. Voici ce que nous savons sur Snelling, actuellement seule personne accusée dans cette affaire. Elle fait partie de l'équipe de cascadeurs depuis 3 saisons à l'Université du Kentucky. Elle était inscrite comme étudiante de 3e année sur la liste des Kentucky Wildcats. Une vidéo récemment réapparue montre Snelling en compétition avec l'équipe, publiée il y a 4 mois sur FloCheer sur YouTube. Elle a donc peut-être été enceinte lors de cet événement. Snelling était aussi une ancienne reine de beauté, et elle publiait souvent sur les réseaux sociaux, passant du temps avec ses amis, donnant vraiment cette image heureuse. Mais maintenant, elle est accusée d'un crime aussi sombre. Snelling a aussi des photos avec le garçon, mais on ne sait pas s'ils sont encore ensemble. Et il n'est pas clair non plus s'il est le père biologique du bébé au centre de cette histoire. Un homme aurait fourni un échantillon d'ADN à la police. Je vais expliquer qui il est dans un instant. Mais voyons d'abord ce dont Snelling est accusé et comment nous en sommes arrivés là. Allons au 27 août. La police de Lexington, Kentucky, a été appelée dans une maison pour signaler un nourrisson inconscient. Selon la police, cet enfant a été déclaré mort sur les lieux. Selon VLEX-TV, la police dit que le bébé a été retrouvé dans un placard. Un procès verbal indique que le nourrisson était enveloppé dans une serviette dans un sac poubelle noir. Le procès verbal indique apparemment que Snelling s'est vu notifier ses droits et qu'elle aurait admis avoir donné naissance à ce bébé. Nous avons appris que c'était un garçon. Elle a ensuite dit avoir caché la naissance en effaçant les traces et en plaçant les objets de nettoyage et le corps du nouveau-né dans un sac poubelle noir. On ignore l'âge exact du bébé et le stade de grossesse de Snelling lors de l'accouchement. D'après ce que nous apprenons sur cette affaire, il n'est pas clair si Snelling a dit quoi que ce soit à la police concernant l'identité du père du bébé ou franchement si elle sait qui est le père du bébé. Une première autopsie du bébé s'est révélée non concluante. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une affaire de meurtre à ce stade. D'autres analyses sont en cours pour déterminer la cause du décès de l'enfant et savoir si ce bébé a respiré après la naissance ou s'il est né mort-né. Il y a maintenant quelques photos de Snelling avec l'homme sur les réseaux sociaux. Alors, penchons-nous sur cette partie de l'histoire. On ne sait pas qui est cet homme, ni s'il est le père de cet enfant. Le New York Post rapporte qu'un ex-petit ami de Snelling a donné un échantillon d'acide désoxyribonucléique à la police. Le Post a interrogé le père de ce garçon, qui a simplement dit que la police avait convoqué son fils au commissariat et que les résultats seraient disponibles dans quelques semaines. Le Daily Mail rapporte que le jeune homme de 21 ans qui a donné un échantillon est sorti avec Snelling avant qu'elle ne commence à fréquenter quelqu'un d'autre. On ignore actuellement si Snelling est toujours avec l'homme présent sur les photos. Et nous n'identifions aucun des hommes dont nous parlons dans cette histoire, car ils n'ont pas été inculpés. Voici une vidéo de Laken Snelling, 21 ans, lors de sa première comparution après son arrestation. Elle est apparue en robe rouge et a plaidé non coupable pour abus de cadavre, falsification de preuves et dissimulation de naissance. Snelling a versé une caution de 100 000 $ et est assignée à résidence chez ses parents sans bracelet électronique. Elle a plaidé non coupable. La police indique avoir été appelée chez Snelling pour un nourrisson inconscient, mais on ignore qui les a contactés ni ce que cette personne a découvert. Un autre aspect choquant de toute cette affaire, c'est qu'il semble que Snelling se présentait publiquement comme quelqu'un qui aspirait à devenir mère un jour. Dernière publication sur TikTok, une photo de juin avec des emojis qui la décrivent. Et en bas à gauche, on remarque qu'il y en a un qui dit « objectif » et qui montre un emoji d'une maman avec un enfant.
Même si Snelling semble se présenter comme quelqu'un de chaleureux et pétillant sur les réseaux sociaux, il y a au moins une personne qui affirme que la vraie Laken Snelling est très différente de cette image. Sydney Kite, 20 ans, s'est confiée au Daily Mail. Elle est allée au lycée avec Snelling et elle a déclaré que Snelling déversait sa colère sur les gens. Kite a déclaré, je cite, « Au lycée, elle a essayé d'écraser une de mes amies les plus proches avec sa Jeep. Le harcèlement est devenu si grave que mon ami a dû être retiré de l'école et transféré dans une autre parce que Laken était allé trop loin. » Kite a également accusé Snelling de cyberharcèlement par message texte. Kite n'a pas semblé se retenir en disant que Laken ne traînait qu'avec des gens populaires et qui avaient de l'argent. Et elle a dit que Laken Snelling était juste obsédé par son apparence et par ce que les autres pensaient. De plus, elle a répété que Snelling avait déjà tenté d'écraser quelqu'un avec une Jeep. Bien sûr, il faut dire que quand on entend cette histoire, on se demande, est-ce qu'être une brute veut dire qu'on cacherait soi-disant le corps de son bébé mort? Peut-être pas, mais cela donne une idée du type de suspect que pourrait être Laken Snelling. Elle a plaidé non coupable et doit revenir au tribunal le 26 septembre. Pour ce reportage, nous avons enquêté sur les antécédents de Laken Snelling. Nous savons qu'elle vient du Tennessee et n'a pas de casier judiciaire, d'après ce que nous avons vu sur truthfinder.com. Chez Law & Crime, nous collaborons avec Truthfinder pour obtenir des informations sur les personnes de nos reportages. Même sans travailler dans le true crime, ce service de recherche de dossiers publics aux États-Unis peut rassurer. Avec l'abonnement payant, vous accédez à des rapports illimités sur presque tout le monde. Actuellement, profitez de 50% de réduction sur votre premier mois de rapport de vérification de casier. Il vous suffit d'aller sur truthfinder.com/OTC. Nous sommes maintenant rejoints par l'ancien détective du NYPD, David Sarney. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Cette affaire est difficile et la perte de ce nourrisson est très triste. Nous cherchons toujours à comprendre comment cela s'est produit. Mais certaines des nouvelles informations qui sont sorties et sur lesquelles nous nous concentrons aujourd'hui concernent en quelque sorte la question de savoir qui est le père. Savez-vous qui est le père biologique de ce bébé? Je veux dire, dans ces cas-là, pourquoi est-il difficile de déterminer exactement qui pourrait être le père? Merci de l'invitation, mais il y a trop de problèmes maintenant et la coopération a cessé. Elle a été arrêtée et inculpée pour falsification de preuves en ce moment. Donc c'est un aspect de la situation. Il faut maintenant aller plus loin, peut-être faire de l'informatique légale et examiner les appels téléphoniques, entre autres. Mais vous savez, je sais qu'une personne, un de ses petits amis, a proposé de donner son acide désoxyribonucléique. Il pourrait avoir besoin d'une ordonnance du tribunal, ce qui est une autre histoire. Donc, malheureusement, la dynamique de cette affaire fait partie de ces choses où, vous savez, il faut vraiment mener une véritable enquête sur la mort. Par exemple, est-ce que cet endroit a été initialement traité comme une scène de crime? Quel contact a-t-elle ou a-t-elle eu avec la personne considérée comme le père? Elle peut le savoir ou non. Elle ne va pas coopérer maintenant sur les conseils de son avocat. Et c'est le droit de chaque avocat de garder ses clients silencieux jusqu'à ce que, vous savez, cette affaire progresse. Mais ils veulent le voir. Peut-être qu'il y a une sorte d'alliance, une relation linéaire, pour découvrir que Laken savait qu'elle était enceinte et quelle relation elle avait avec la personne qui pourrait être le père ou non. Voilà à quoi ça se résume. C'est très difficile actuellement. Oui, c'est vrai, car il y a aussi la question de savoir si elle savait qu'elle était enceinte. Tu sais quand elle a appris sa grossesse? Parce qu'il y a cette vidéo de cheerleading qui a été postée il y a 4 mois, ce qui serait bien sûr dans la période de 9 mois. Donc, en supposant qu'elle était enceinte à ce moment-là et qu'elle est tout en haut d'une pyramide humaine, tu sais, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'un médecin recommanderait à une femme enceinte, mais on ne sait pas. Donc, il y a tellement de choses. La question de savoir si elle a essayé de cacher qu'elle était enceinte tout ce temps. C'est « et comment » Comment cela entre-t-il en compte si elle a effectivement pris ce genre de mesures par rapport au type d'accusation auquel elle pourrait faire face ou au dossier que les procureurs pourraient monter contre elle? Voilà le problème. Il faut voir ce qu'elle sait, ce qu'elle pouvait consulter et faire appel à la criminalistique numérique. Vous examinerez son téléphone et vérifierez les sites qu'elle a visités. Vous allez faire tout le travail nécessaire pour déterminer quand elle a su et si elle sait. Les athlètes peuvent toujours participer à des épreuves physiques et autres activités. Cela leur fait-il du mal? Cela pose-t-il un problème? Elle a 21 ans, donc c'est différent. Mais maintenant, il faut en quelque sorte déterminer quand elle a su ce qu'elle savait et s'ils font ces vérifications sur son téléphone, sur son ordinateur, une analyse approfondie, vous savez, vraiment fouiller dans les aspects informatiques si jamais il y a quelque chose. Faisait-elle des recherches d'informations? Si c'était le cas, quelles infos cherchait-elle?
Est-ce qu'elle savait qu'elle était enceinte? Est-ce qu'elle a déjà fait un test de grossesse? Et c'est pour ça que les contacts avec les messages textes du téléphone vont tous faire partie de cela. Est-ce qu'elle a déjà dit à quelqu'un qu'elle était enceinte? Et ça, c'est une partie de l'affaire. Et puis l'autre partie, c'est que maintenant, on veut voir quelle est la criminalité. Quand on reçoit ces affaires avec une autopsie non concluante à New York, au NYPD, on les appelle CUPIs, circonstances inconnues en attente d'enquête policière. Et c'est là que le médecin légiste va obtenir plus d'informations des enquêteurs pour déterminer les faits qui ont pu conduire à la mort de ce bébé. Et pour l'instant, ils n'ont rien de concluant physiquement. Ils vont évidemment faire d'autres tests. Et c'est là que les questions nuancées doivent venir des enquêteurs et des procureurs pour déterminer, vous savez, après coup, alors qu'ils continuent de travailler sur l'enquête et sur les autopsies, quelles questions ils vont poser et s'assurer que ces questions soient claires et concises pour déterminer s'il y a une criminalité. Parfois, c'est dur à admettre, mais des bébés meurent. Des bébés meurent, c'est ce qui se passe. Oh, et je n'arrête pas de dire, tu sais, ce n'est pas une affaire de meurtre, tu sais, à ce stade. Mais si le médecin légiste revient et dit que ce bébé était vivant à la naissance, que ce n'était pas une situation de mort-né. Et tu vois, ça rend cette histoire vraiment difficile à aborder parce que c'est tout simplement incroyablement triste et très graphique. Tu sais, ces détails dont on parle. Je veux dire, si c'est le cas, tu sais, quand tu vois ces affaires et le tournant que ça peut prendre, ou si ce bébé est né vivant, tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour les accusations auxquelles elle pourrait faire face? Eh bien, ça aggrave évidemment les accusations. Si en fait ce bébé est né vivant, tu sais, la loi du Kentucky stipule évidemment que cela pourrait être un homicide involontaire, voire un meurtre, mais une affaire de meurtre à ce stade. Mais c'est là le problème. Tu sais, on a ça, je pense qu'il y a une période entre le moment où elle a arrêté d'être très active sur les réseaux sociaux et maintenant. Donc il se peut qu'elle savait qu'elle était enceinte. Mais la question qui se pose alors, c'est à quel point a-t-elle gardé cela secret? Je veux dire, apparemment, elle a accouché du bébé à la maison, à la résidence. Et c'est là tout le débat. La scène de crime devait donc être traitée avec précaution, notamment à cause du placenta. Évidemment, le cordon ombilical, toutes ces choses ont, espérons-le, été récupérées si elles existaient, si elles étaient disponibles. Non, c'est un autre aspect de l'affaire. Si elles n'étaient pas là, vous savez, est-ce qu'elles cachent quelque chose? Et c'est le travail des enquêteurs, et c'est pour ça que ces affaires d'elles sont si difficiles, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé au bébé pour l'instant, mais notre détermination est de découvrir ce qui s'est passé. C'est pourquoi l'enquête initiale sur la scène de crime est essentielle, car tout s'est figé à cet instant et en ce lieu. Et les enquêteurs ont, espérons-le, créé une scène de crime où ils ont tout bouclé et effectué une fouille complète du lieu de haut en bas. Quel type d'expérience de formation as-tu en tant que détective? Ou je veux dire, c'est une scène de crime, comme tu l'as dit, c'est très délicat. Et tu dois gérer, tu sais, le placenta, le cordon ombilical, une victime très très petite à ce stade. Tu sais, la Ken Snelling elle-même traverse. Tu sais, elle vient de vivre un épisode médical, nous pensons. Tu sais, il n'est pas clair combien de temps après la naissance les forces de l'ordre ont été appelées. Mais je veux dire, quel type de formation les détectives reçoivent-ils pour gérer ce qu'ils prélèvent sur la scène comme preuve dans une affaire comme celle-ci? Cela dépend de l'agence. Certains reçoivent une formation approfondie en enquête sur les homicides. Les enquêtes sur la mort de bébés sont rares, mais nous recevons une formation spécifique. C'est pourquoi, en ce qui concerne cette enquête, je crois que la brigade des victimes spéciales de leur département s'en occupe. J'espère que vos enquêteurs sont assez expérimentés pour comprendre les décès de nourrissons. L'avantage, c'est qu'il faut des procureurs très expérimentés. Nous avons eu de la chance. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec un procureur qui était dans le Queens et c'était sa spécialité. Et elle a formé nos enquêteurs tout au long du processus, lorsque nous avons organisé nos cours pour enquêteurs au fil des années. Et cela, ça a été bénéfique, mais cela dépend de l'agence. Et c'est pourquoi les questions doivent être très nuancées pour les médecins, car ils auront certains faits. Si nous ne posons pas bien les questions, ils pourraient ne pas fournir tous les faits. Et il n'est pas mauvais de dire que les médecins n'agissent pas mal. C'est juste que nous ne posons pas les bonnes, nous ne posons peut-être pas les bonnes questions. C'est pourquoi la formation est très importante, il faut poser des questions, s'impliquer et s'engager dans cela. Ce sont des choses nuancées. J'ai connu des enquêteurs refusant les cas de bébés. C'est aussi difficile. On n'a pas envie de croire qu'il y a de la criminalité là-dedans, mais est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait de la criminalité? Oui. Nous devons nous assurer que toutes les circonstances déterminent les faits concernant ce bébé. Ce bébé est-il né mort-né? Et si ce n'est pas le cas, le bébé est quand même né.
Quelles preuves avons-nous pour montrer qu'il y a eu une action criminelle de la part de Laken à ce moment-là? Et c'est pourquoi toutes les recherches en amont, la victimologie et la tropologie d'une certaine manière, tu sais, on revient sur la personne à ce moment-là. Nous continuerons ainsi et voulons éviter toute erreur. C'est à cela que ça se résume. Les détectives sont, et je dis toujours que nous sommes des chercheurs de vérité. Nous sommes là pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Beaucoup de rumeurs circulent, mais que s'est-il vraiment passé? Je vais me baser sur l'enquête en cours, à partir de l'endroit où le bébé a été trouvé, et en élargissant des ordinateurs aux relations jusqu'aux conversations que cette personne a pu avoir avec d'autres. Comment a-t-elle pu si bien cacher ça? Et si elle ne l'a pas fait, c'est très inhabituel que quelqu'un réussisse à garder quelque chose comme ça secret aussi longtemps. Elle gérait ses réseaux sociaux, mais s'est un peu retirée. Donc, elle était peut-être informée. Certains ont peut-être commencé à douter, peut-être les parents, mais tu les as sans doute aussi perdus dans ce centre commercial. Oui, si tu es le service de police de Lexington et que tu as une question pour Laken Snelling, elle a un avocat. Je veux dire, quel type d'accès as-tu à elle à ce stade? C'est ça le problème, c'est très limité. Je veux dire, l'avocat, elle bénéficie du secret professionnel. Elle a le droit à un avocat, elle a le droit à un conseil. Elle ne peut être interrogée sans son avocat. Donc, si elle décide, vous savez, si elle et son avocat décident de parler à la police, cet avocat sera présent pendant l'interrogatoire. Et ils peuvent refuser de répondre à toute question. Et c'est le système de justice pénale américain. Vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire devant un tribunal. Et la charge de la preuve pour déterminer la criminalité repose sur les enquêtes et le travail que les agents et les enquêteurs effectuent pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de cette personne. Il ne s'agit pas seulement de trouver des coupables, mais de découvrir la vérité. Si Laken est innocent, que les faits le montrent. Laissons les informations découvertes par les enquêtes, les enquêteurs et les médecins, l'autopsie, le bureau du médecin légiste parler d'elle-même. Et c'est ainsi que nous saurons qu'il s'agissait d'une mort malheureuse d'un bébé. Et Laken a mal agi en cachant et falsifiant des preuves à ce moment-là. Voilà un aspect. Elle est accusée de manipulation de cadavres car après avoir accouché, le bébé s'est retrouvé dans un placard, dans un sac poubelle, avec les objets utilisés pour nettoyer la scène. Et après s'être fait lire ses droits, Miranda, elle aurait reconnu ses faits. Je veux dire, à ce stade, si le bébé était mort-né et qu'elle a fait cela, ça semble être un dossier assez solide contre elle. Comment voyez-vous cette affaire évoluer? Ou d'après ce qu'on nous a dit, elle est clairement la mère de ce petit garçon. Vous savez, elle est, je suppose, ma question serait, à quel moment la loi considère-t-elle que ce n'était pas simplement un accouchement privé à la maison, mais bien quelque chose de criminel? Actuellement, la criminalité concerne le décès d'un bébé et la falsification de preuves à ce sujet. La question est de savoir s'ils ont. Avec les articles de presse, il manque souvent des détails et des nuances des enquêteurs. Ils ne vont pas dire « Oh, elle l'a avoué ». Peut-être qu'elle ne l'a pas avoué, ils n'ont peut-être même pas posé la question. Ah, ils ont posé la question. Elle a nié. Donc ça, c'est une chose. Donc si elle affirme cela, on a une chronologie et ses déclarations enregistrées là, c'est enregistré à ce moment. Maintenant, il faut revenir en arrière sur cette partie-là. Si elle a dit que le bébé était né mort, c'est là qu'on peut en parler. Tu sais, on regarde, on va au bureau du médecin légiste, on examine ça. Nous allons découvrir certaines choses, ce qu'il n'avait pas vu. C'est-à-dire des photos, évidemment, de la scène du crime, des photos du bébé quand il était là. Ça aurait dû être fait aussi. Tout cela va être fait. Donc, quand cela sera apporté au bureau du médecin légiste, ils auront plus d'informations de notre côté. Ils ne s'occupent malheureusement que de, quand on parle de ça, on ne s'occupe que du corps. Ils ignoreront peut-être ce qui est arrivé à ce corps, sauf si les enquêteurs l'ont examiné et expliqué selon leurs informations. Voici toutes les ressources que nous avons eues. Voici ce que nous avons obtenu. Cela correspond-il à ce que dit Laken concernant ce que nous voyons sur le corps? Pour sa caution, je veux dire que nous avons évoqué des cas où un juge libérait quelqu'un sous caution pour un crime grave. Avec du recul, il est facile de critiquer ce juge. Qu'avez-vous fait? Elle n'avait aucun casier judiciaire. À ce stade, elle n'est pas poursuivie pour meurtre ou homicide involontaire et obtient une caution de 100 000 $ sans bracelet électronique. Elle vit chez ses parents. Si vous êtes enquêteur sur cette affaire, êtes-vous satisfait de la décision du juge? Nous devons nous y conformer, c'est tout. J'ai vu des gens être libérés sur la mauvaise reconnaissance. On le voit beaucoup à New York en ce moment. J'ai vu des personnes ayant volé ou agressé être relâchées.
Vous n'approuvez peut-être pas, mais c'est la réalité du système. Nous faisons partie du système et y contribuons à notre niveau. Ce que font les tribunaux à ce moment-là dépend parfois des actions des enquêteurs, dépend de la police. Mais dans ce cas, s'ils n'ont rien de plus contre elle pour, vous savez, la garder en prison. La prison, en fait, la caution sert juste à garantir la présence au tribunal, pas à punir. Donc il ne s'agit pas d'une punition. Si elle pouvait payer la caution, ils paieraient dans la caution, ils auraient 10% de la caution, et ensuite elle serait libérée sous surveillance. Dans ce cas, elle retourne chez ses parents sans bracelet, car ils estiment qu'elle a des liens dans le quartier et la communauté. Elle était à l'université, elle n'y est plus, mais ils pensent qu'elle a des raisons de rester là-bas. Et si elle décide de prendre la fuite, mais la caution est annulée, la caution est révoquée, et ensuite un mandat d'arrêt est émis. Mais comme policier et détective, j'ai vu des gens relâchés pour bien pire en attendant leur caution. C'est le seul point ici. Et savoir que c'est vraiment là que la question de la caution se pose. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui pensent, je veux dire, il s'agit juste, vous savez, de traverser en dehors des clous et ils disent « mettez-le en prison ». Et ce n'est tout simplement pas la réalité de la façon dont ça fonctionne. Mais en même temps, si cela revient, si nous entendons le médecin légiste, cela devient maintenant une affaire de meurtre ou une affaire d'homicide involontaire. Cela influencerait-il la perception du tribunal sur sa capacité à obtenir une caution et à se présenter, etc. Eh bien, c'est à la discrétion du juge. Le juge déciderait alors s'il doit révoquer la caution et la faire placer ou maintenir en détention. Cela dépend du juge. Ce n'est pas à la police de demander cela. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons l'encourager ou le procureur peut l'encourager, c'est l'une des choses qu'ils essaient de faire. Mais si un juge a ce pouvoir discrétionnaire et l'utilise, il y a peu de choses qui empêcheraient en Laken d'être libéré, détenu ou placé en détention provisoire. Ce sera au juge de décider si l'affaire arrive à ce stade et s'il estime qu'elle pourrait représenter un risque de fuite, c'est vraiment ce qui compte, ou un passé criminel répété, ce qu'elle n'a pas. Donc cela réduit vraiment les possibilités ou les raisons de la maintenir en détention. Mais c'est une affaire grave. En ce moment, la seule personne qui sait vraiment ce qui s'est passé, c'est Laken. C'est la réalité, et nous cherchons à voir, et c'est pourquoi les enquêteurs doivent partir de ce qu'ils ont à ce moment-là, puis déterminer, avec tout ce qui les entoure, si elle a effectivement tué le bébé ou non. Et pour l'instant, nous n'avons pas cela, mais cela ne met pas fin à l'affaire, et cela ne met pas non plus fin aux poursuites dans cette affaire. Oui, et une fois que la cause du décès sera connue, je pense que ce sera un moment clé pour voir dans quelle direction l'affaire va évoluer à partir de là. David Sarney, ancien détective du NYPD. Heureux de vous accueillir sur Law and Crime. Merci d'être là. Merci beaucoup, prenez soin de vous et restez prudents. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.